de presse gouvernementale. Félicitons-nous que le débat commence à être ouvert, mais nous n'avons pas fait le procès de l'ORTB pour ne pas verser nos autres. Je connais vos réflexes corporatistes, je connais vos pudeurs quand on parle. Nous voulons parler de la contre-confraternité, oui. Oui, contre-confraternité. Les aspects de la même pas pour la liberté, vous ne ferez pas ça. Sur la question de l'ORTB, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fustigé le fait qu'on vous renvoie au passé, mais est-ce qu'en votre temps, je signale que vous avez été 5 années et demie ministre de tutelle de l'ORTB, est-ce qu'en votre temps, l'ORTB était déjà simplement organe de service public? Est-ce que c'était un organe vibre? Est-ce que vous y aviez veillé? Je pense qu'il serait plus juste d'aller interroger sur cette question les journalistes de l'ORTB, leurs patrons actuels, qui étaient déjà leurs patrons quand nous étions ministre, pour ma part, ministre de tutelle de l'ORTB. Je crois que la réponse devait venir de ces personnes-là. Il n'est pas bien que j'ai témoigné pour moi. Il y a un, on l'a suivi, qui a aussi dit qu'il était en pleine fonction quand on l'a dégommé. Bon, on ne va pas s'embourber là-dessus. On aura l'occasion d'en parler autrement. Alors dites-nous, nous allons avancer. La liberté publique, vous avez dit, il y a assez de sujets à propos. On va passer à une autre affaire qui a toujours un aspect avec la liberté publique, l'affaire d'Anivo, parce que c'est les manifestations de la population, ou d'une certaine partie de la population, pour réclamer quelque chose qui ont amené aux interdictions de marche. Cette affaire-là, prise en elle-même, quelle est votre appréciation générale sur la situation aujourd'hui, telle qu'elle a été créée et telle qu'elle est gérée? Merci beaucoup. Je ne connais pas le fond de ce drame qui se joue. Je n'en connais pas le fond. Je sais qu'on est en train de faire du mal à un être humain qui se trouve être un de nos compatriotes, à une famille qui se trouve être une des familles béninoises, un grand mal, une torture inqualifiable. Ça, je le sais. Mais le fond de cette affaire m'échappe encore. Mais ce que je sais, si nous étions un troupeau de moutons au pâturage et qu'on s'empare de l'un d'entre nous, que l'on égorge, les autres moutons que nous sommes continueraient de brouter tranquillement les minutes d'après. Mais comme nous sommes des hommes et des femmes, quand on a fait mal à l'un d'entre nous, nous nous arrêtons pour regarder. Nous protestons. Nous protestons. Et nous réagissons à des actes suspects venant des autorités à des niveaux très élevés. Juste un exemple. En quoi est-il convenable de vous présenter des condoléances en rapport avec le décès d'un de vos proches et de vous demander seulement après donner des éléments biologiques pour qu'on vérifie si c'est vraiment votre proche? Attention, mettons-nous dans la peau des membres de la famille de Danivo. Je n'ai pas parlé avec eux. Peut-être que je spécule. Je suis dans le doute. Je ne dors pas. J'ai des palpitations. Parce que je suis confronté à ce drame. Ce qu'il y a de plus crédible dans une république me dit condoléances. Et me dit après, donnez des prélèvements de votre sang. On va voir. On va s'assurer de l'authenticité du corps exhumé à Romain. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. C'est gênant. C'est douloureux. Pour les gens qui veulent bâtir un pays moderne, un pays bien dirigé, c'est gênant. C'est troublant. Mais je conclue en disant,
Je ne connais pas le fond, mais je crois profondément la justice divine. Vous ne croyez pas la justice de votre ministre, Je ne voudrais pas que vous parliez de la justice de votre pays, par opposition à la justice divine, parlez plutôt de justice humaine. Oui, le ministre de la Justice a semblé reconnaître une part de cafouillage dans la gestion de ce dossier-là, dans les développements autour du Maccabée de Womé en tout cas, et il a dit, si Daïvo est vivant, il prend l'engagement de le retrouver. Ça, c'est un élément qui devrait peut-être contribuer à simplifier les choses. Je crois que nous nous sommes compris. Alors dites-nous, vous savez que par rapport à cette affaire aujourd'hui, il semble que nous pourrions, face au refus de la famille d'Aïvo, nous sommes en train peut-être d'aller à une porte de sortie. Vous avez vu les autorités religieuses qui entrent dans la danse, qui essayent de faire la médiation. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment par rapport à cette démarche qui se mène, parce que la situation dans laquelle étaient les parents qui restaient braqués, ça ne nous permet pas de voir une issue possible et heureuse à la situation. C'est encourageant. Et il faut encourager cela. C'est encourageant. Nous allons passer à un autre dossier, un gros dossier pour cet exercice-ci, celui de ce dimanche, c'est la réalisation de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée. Le processus de la LEPI peut-il aboutir tel que cela évolue jusqu'à maintenant? On a suivi, vous comme nous très certainement, le coordonnateur de la CPS LEPI, M. Arifa Ribako, sur la question. Il a dit qu'au 31 décembre 2010, le Bénin tiendra sa LEPI. C'est vrai que c'est un autre sujet, mais je pense qu'il est terriblement lié à ce que nous avons discuté jusque-là. Nous parlions de vol de liberté. La LEPI, c'est la planification du dernier vol, le vol du privilège qui est le nôtre de choisir nous-mêmes nos propres chefs. C'est le dernier vol de liberté. Ce n'est pas un autre sujet, c'est un aspect du même drame. C'est un aspect du même drame, c'est évident. Ce n'est pas un autre sujet, parce que c'est quand on est impliqué dans toutes les saletés dont nous avons parlé jusque-là, qu'on ne peut pas avoir le courage d'aller à des élections transparentes, et on nous propose ce machin du nom de l'EPI. Ça ne fonctionne pas, c'est évident. Ça ne fonctionne pas, c'est évident. Il y a 8 mois, une personne du métier a dit « Attention, pour les collectes de données en milieu rural, on n'y va pas en saison de pluie. » Moi, je pensais qu'il mettait en garde les décideurs afin qu'ils s'abstiennent de placer l'opération décisive, l'enregistrement au cœur de la saison pluvieuse dans une région précise. Mais j'ai compris que les autres se sont inspirés de ce qu'a dit le technicien pour justement placer l'enregistrement à un moment où il y a de grosses difficultés matérielles, difficultés habituelles et difficultés exceptionnelles. Soyez un peu plus clair. Je vais être clair. Oui, parlez de faits. Voilà. Vous savez, en milieu paysan, ou pour le paysan, poser les actes culturaux, défricher, semer, sarcler, constitue, je dirais, des réflexes. Nous parlons chez nous d'agriculture de subsistance, c'est-à-dire on la pratique pour ne pas mourir la saison d'après. Rien ne peut distraire un paysan qui doit semer, ou une fois qu'il a semé, de lutter contre les mauvaises herbes pour protéger ses cultures. Alors, aller dans une région bien précise aujourd'hui, qui est supposée ne pas être favorable à soi pour procéder à des enregistrements, l'esprit humain a le droit d'être soupçonneux. Pourquoi
Lomé et le plateau en pleine saison pluvieuse, où le paysan n'est pas disponible. Il ne peut pas être disponible, ce serait contraire à son mode de fonctionnement. Je dis, c'est quasiment instinctif. Je répète, on parle d'agriculture de subsistance, donc d'actes posés de manière saisonnière pour ne pas mourir la saison prochaine. Pourtant, on a choisi d'y aller. Au-delà de ce qui est saisonnier et attendu, il y a une crue qui permet de dire aujourd'hui raisonnablement que les populations de Lomé et du plateau sont sinistrées, c'est-à-dire menacées, non pas seulement dans leur confort, mais dans leur survie directe. Et on leur propose de venir se faire enregistrer 5 km plus loin, 10 km plus loin. On a vu, vous nous avez montré l'image de l'eau à la hauteur des toits de Chaume. Quand l'eau, dans certaines régions, est à la hauteur des toits de Chaume, quelle est la situation des pistes rurales et des sentiers qui conduisent au point d'enregistrement? Résultat, entre 40 et 50% de personnes sont enregistrées dans ces départements-là. Vous savez qu'il y a eu des zones pour lesquelles la CPS ayant constaté les difficultés d'accès a pris des décisions pour reporter l'enregistrement dans ces zones à une date ultérieure qui sera précisée. Je le sais. Oui. Promesse de revenir. Promesse de revenir. Promesse qui va être tenue, je l'espère. Mes chers amis, quand on va dans les autres départements pour la même chose, et qu'on dit qu'on va revenir, on puise le temps où? On puise le temps où? Ou quand on dit on va rester quelques jours de plus, en empiétant sur le temps des autres départements. On puise le temps où? Écoutez, il faut qu'on en finisse maintenant. Vous savez, la grande douceur de la voix et une diction particulière